Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver et de poursuivre notre émission Parlons-en avec la CEDRAP. Le thème du jour, faut-il que les enfants aiment lire? CEDRAP a lancé cette émission au printemps dernier en direct. Les tables rondes passées ont traité de grands thèmes pédagogiques en lien avec l'actualité comme l'école à la maison, l'apprentissage à distance, la double gestion de la classe, la différenciation pédagogique, la coopération en classe, l'importance de la confiance dans les apprentissages, enseigner est un jeu à deux, l'élève est une personne, et enfin, coopérer entre adultes à l'école. Alors, toutes nos émissions, vous allez pouvoir les retrouver en ligne sur notre site cedra.fr. Aujourd'hui, à l'approche de Noël, où le livre est le cadeau le plus offert, nous avons choisi comme thème « Faut-il que les enfants aiment lire ?» Avec nous, aujourd'hui, 3 invités de marque à qui vous avez pu envoyer vos questions sur le thème du jour et que nous sommes ravis de recevoir. Alors, je me permets d'abord de présenter Evelyne Charmeux, que nous avons déjà eu le plaisir d'écouter sur notre émission consacrée au sujet « Enseigner est un jeu à deux, l'élève est une personne ». Vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure et agrégée de grammaire classique. Vous êtes professeur, formateur d'enseignants honoraires. Vous avez été enseignant-chercheur à l'Institut national de recherche pédagogique, spécialiste de l'enseignement de la langue, notamment écrite, et de la lecture. Vous donnez de très nombreuses conférences et animez des formations continues partout en France et à l'étranger. Vous avez publié une quinzaine d'ouvrages, notamment Langage oral aux éditions CEDRAP, parmi tant d'autres, et de très nombreux articles dans toutes les revues s'intéressant à l'école et à l'éducation en général. Vous êtes ici pour nous partager vos savoirs sur le sujet et cela promet d'être passionnant et passionné. Alors Bernard Friot, vous êtes agrégé de lettres, enseignant-formateur d'enseignants, bibliothécaire et animateur, avec des formations notamment sur la promotion de la lecture ou encore sur l'écriture narrative. Vous êtes aujourd'hui écrivain, auteur et traducteur de nombreux ouvrages pour la jeunesse, comme Les Incontournables, Histoire pressée et beaucoup d'autres histoires. Bienvenue à vous et nous sommes ravis de vous écouter aujourd'hui. Enfin, Philippe Mérieux, que l'on ne présente plus, je vais tout de même le faire. Donc, professeur honoraire à l'Université Lumière Lyon 2, vous avez été instituteur, professeur de collège et de lycée, directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, directeur de l'Institut de formation des maîtres de l'Académie de Lyon et actuellement président des CEMA. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la pédagogie et directeur de collections de si nombreuses qu'il est impossible de toutes les citer aujourd'hui. Pour nous, c'est un honneur, bien sûr, et un plaisir de vous recevoir. Alors, le thème du jour, bien sûr, vous réunit, vous trois, et a passionné beaucoup de personnes. Donc, faut-il que les enfants aiment lire? Alors, toutes les questions que nous avons reçues, nous avons essayé de les répartir sur 3 thèmes. Sur 3 thèmes qu'on va pouvoir justement, que vous allez pouvoir débattre. Donc, premier thème, aimer lire. Ensuite, la lecture, à quoi sert-elle? Et enfin, quels apprentissages pour que tous deviennent lecteurs efficaces en toute situation? Alors, pour ce premier thème, justement, aimer lire. Evelyne, peut-être une petite introduction sur ce premier thème. Peut-on obliger une personne à aimer lire? Oui, j'ai bien envie en effet de prendre la parole, mais simplement sur ce sujet, mais simplement pour faire 3 petites remarques qui vont lancer le débat. Les collègues de l'école d'Argenteuil nous ont écrit qu'ils avaient le désir d'inciter les enfants à aimer lire, donc c'est tout à fait le sujet qui est le nôtre. On sait bien entendu qu'ils le font parce que ils sont persuadés, comme beaucoup de gens, que si les enfants aiment lire, beaucoup, s'ils aiment lire, ils vont être capables de lire beaucoup de choses et beaucoup mieux parce qu'ils aiment. Alors, j'ai envie de poser la question, je n'y réponds pas. Est-ce que le fait d'aimer lire va vraiment les aider à lire tout ce que l'école exige qu'ils lisent? Les théorèmes de maths, les consignes d'exercice, les leçons de géographie, tous les devoirs à faire et toutes les leçons à apprendre qui évidemment exigent qu'on lise beaucoup. Et donc ça c'est une question qui se pose évidemment. Et j'ajoute pour la collègue qui s'inquiète parce qu'elle pense que les élèves qui aiment lire
vont se diriger vers des études littéraires, alors que, évidemment, les études scientifiques apportent beaucoup plus de débouchés. Je peux la rassurer parce que plus les études scientifiques sont élevées et plus on a besoin de savoir lire. Et chacun sait que dans les classes prépa et au-dessus de mathématiques et de sciences, ce qui fait la différence, ce sont les élèves qui sont bons en français et qui sont capables de lire énormément. Donc voilà la première, peut-être première remarque. Deuxième remarque rapidement, on dit souvent que ce qui détourne de la lecture la plupart des enfants, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on les oblige à aimer ça. Et il y en a même qui ajoutent, et c'est vrai que j'ai tendance à en faire partie, que si les enfants aiment tant les bandes dessinées, c'est que c'est la seule lecture que personne les oblige à aimer. Bon. Allez, et une toute dernière remarque, notamment pour la collègue ou le collègue, je ne sais plus, qui commence son intervention en disant « Est-ce que je suis normal si je n'aime pas lire ?» Je tiens beaucoup à le rassurer, il est parfaitement normal, car il ne faut pas oublier tout de même que le droit de ne pas aimer fait partie de la liberté. Que ce soit qu'il s'agisse des lentilles, du football, de la lecture ou de la vaisselle, chacun d'entre nous a le droit absolu de ne pas aimer ça. Maintenant, est-ce que ce non-amour, hein, c'est la question qu'on se pose, nous empêche, par exemple, chacun d'entre nous, de faire la vaisselle tous les jours? Question, voilà, le débat est lancé, je m'arrête là. Alors, si on parle justement sur aimer lire, je crois, Bernard Friot, vous étiez professeur au collège et vous nous racontiez que vous deviez enseigner Molière. Est-ce que justement, c'est une obligation d'aimer Molière quand on est élève de collège? Non, ça n'est pas une obligation, c'est un élément du programme, c'est un élément de connaissance. Il y a plusieurs façons de lire Molière, il y a plusieurs raisons de lire Molière. J'aurais en fait envie de renverser la perspective parce que il y a peu, j'ai reçu un paquet de questionnaires que j'avais envoyés à des élèves de 6e d'un collège classé REP et je les interrogeais sur leur rapport à la lecture. Et j'avais posé cette question, peux-tu me raconter un souvenir heureux avec la lecture? Et 5 élèves m'ont répondu, je n'ai aucun souvenir heureux avec la lecture. Et quant à ceux qui ont raconté un souvenir heureux de lecture, c'était tous des souvenirs hors école, sauf un élève qui racontait un souvenir heureux de lecture en classe verte. Donc je me dis que la première chose, pédagogiquement, c'est de ne pas décourager les élèves de lire. Et pour cela, faire en sorte que chaque situation de lecture, et j'insiste sur le terme situation de lecture, je ne parle pas d'activité ni d'exercice de lecture, donc faire en sorte que chaque situation de lecture, elle ait du sens pour l'élève et qu'il ait l'impression qu'il apprend quelque chose et qu'il vive un moment fort, un moment qui a du sens. Je pense par exemple que pour 2 élèves qui lisent un manuel de jardinage parce qu'ils ont la responsabilité de faire pousser des choux dans le potager de l'école, il y a plus de sens à lire que pour un élève qui doit seul répondre aux questions impersonnelles d'un questionnaire après lecture d'un texte photocopié qu'on lui a mis sous le nez. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Bernard, tout à fait. Voilà, et j'ajouterais d'ailleurs aussi que il me semble que c'est toujours pédagogiquement efficace de se poser la question avant de qu'est-ce que je dois faire, la question qu'est-ce que je ne dois pas faire pour ne pas empêcher l'élève de progresser
d'entrer dans l'activité que je propose et donc d'anticiper sur les difficultés par rapport à la lecture. Quand je propose un texte, je dois me demander quelles vont être les difficultés prévisibles des élèves pour entrer dans ce texte et qu'est-ce que je peux faire pour faciliter leur activité de lecteur par rapport à ce texte, à la fois individuellement et aussi collectivement. Philippe Mérieux, peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, oui, mon plein accord avec tout ce qui a été dit. Comme Evelyne, je pense qu'on ne déclenche pas l'amour de la lecture comme on déclenche le décollage d'une fusée à Cap Canaveral en appuyant sur un bouton, que l'amour vient de l'intérieur, comme tout apprentissage d'ailleurs, et qu'il faut se jeter à l'eau à un moment ou à un autre pour pouvoir découvrir et aimer ce qu'on a découvert. Mais je dirais que pour aller un tout petit peu plus loin, le mot amour est assez polysémique. Il y a plusieurs types d'amour. On pourrait décliner différents types d'amour. Alors, il y a évidemment l'amour-passion. L'amour-passion, on le connaît. Il y a un amour-passion de la lecture pour un auteur, une BD dont on ne rate pas une publication ou un album. Cet amour-passion, je pense qu'on peut et on doit l'accompagner. Chacun des élèves, chacun des enfants, chacun des jeunes peut avoir un amour-passion pour une lecture particulière. Et il y a l'amour-tendresse aussi. L'amour-tendresse pour la lecture, moi je le trouve par exemple dans la manière dont la maman va faire découvrir un album en le lisant, ou le papa d'ailleurs, je ne veux pas être sexiste, en le lisant avec son enfant, et on va lire et relire plusieurs fois, et il va y avoir quelque chose de l'ordre de la tendresse qui va se construire entre l'album et l'enfant par la médiation de la mère ou du père et la construction de ce que nous appelons l'attention conjointe, qui est si importante dans la construction de la personnalité, le moment où l'enfant ne regarde pas l'autre pour attendre d'être regardé, mais où avec l'autre, il regarde et déchiffre quelque chose, un album. Puis, il y a la libertin, l'amour-curiosité. Moi, je crois qu'en matière de lecture, le libertinage est très important. Le libertinage, c'est aller découvrir des secrets, des choses qu'on ignore, même des choses que les autres veulent vous cacher. Et il faut cultiver l'amour libertin du livre, des écrits de toutes sortes. L'amour curiosité, il y a l'amour utile aussi, il y a des formes d'amour utile, il y en a dans la vie, il y en a dans la lecture. L'amour utile, c'est celui du manuel de jardinage dont parlait Bernard, c'est celui de la recette de cuisine, c'est un amour de la lecture utile. Je connais des enfants qui aiment lire des recettes de cuisine pour s'imaginer être en train de les faire ou de les déguster. On pourrait même dire qu'il y a l'amour sadomasochiste. Certains aiment lire des textes très difficiles qu'ils ne comprennent pas, comme des hiéroglyphes. Bon, c'est pas le cas de la plupart de nos élèves, mais ça peut être le cas de quelques adultes. Alors, au fond, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'il faut rendre possible, et non pas chercher à produire mécaniquement, mais rendre possible toutes ces formes d'amour de la lecture, du livre, des écrits dans leur diversité. Et s'il faut les rendre possibles, c'est pour une raison qui est constitutive de l'école elle-même. Et je voudrais rappeler un fait très fort pour moi, c'est que l'école s'est construite sur la lecture parce que la lecture, c'est l'émancipation de la parole de celui qui sait. C'est la possibilité de juger par soi-même, de regarder, de découper, de décrypter, de comprendre un texte pour lui faire une objection et non pas d'être sous emprise de la parole d'un clerc, de la parole de quelqu'un qui vous impose son influence, son accord et qui vous oblige en quelque sorte à être complètement sous son pouvoir. Il ne faut pas oublier que les catholiques n'avaient pas le droit de lire la Bible. Les catholiques n'avaient le droit que de lire le missel. Les protestants étaient très subversifs et ils ont d'ailleurs payé très cher pour cela, puisqu'ils donnaient le droit aux fidèles de lire la Bible. Et le grand
père fondateur de l'école républicaine, Ferdinand Buisson, qui était un protestant et qui avait passé de longues années au bord du lac de Genève pendant son exil, à travailler avec les protestants, a longuement expliqué que l'accès à la lecture pour les enfants du lire, écrire, compter de la Troisième République, ça n'était pas d'abord pour lire les affiches électorales ou les modes d'emploi des machines agricoles, c'était d'abord pour s'émanciper de toutes les curés. Alors, les curés, c'est-à-dire de tous ceux qui veulent nous dicter notre pensée à notre place, nous tenir sous emprise et sous influence. Alors aujourd'hui, on pourrait parler d'autres pouvoirs que les curés, la publicité, la télévision, les réseaux sociaux, etc. Lire, c'est être libre parce que c'est pouvoir aller soi-même chercher les sources. Hein. Et vous savez que c'est une conquête extraordinaire. La première liberté, la première université au monde où on a pu aller chercher ses sources, c'est l'université libre de Bruxelles. Ça ne veut pas dire ULB, université libre comme université privée. Ça voulait dire université où on a la liberté de l'examen de tous les textes. On a droit d'accéder à tous les livres. Et ça a été un droit qui a révolutionné le monde intellectuel, la possibilité d'accéder aux livres. C'est subversif, la lecture. C'est pour ça que non seulement il faut aimer lire, mais il faut vouloir lire. Absolument. Ah, vouloir lire, bien vouloir lire, tout à fait d'accord. Oui, absolument. On peut peut-être passer à la suite de ce débat avec la diapositive, avec le thème numéro 2 qui était la lecture, à quoi sert-elle? Alors on a déjà là un petit peu eu quelques pistes, on a bien compris, mais déjà comment peut-on intéresser les enfants? Peut-être Bernard Friot, avez-vous quelques pistes pour leur donner des visions qui ne soient pas trop étroites de la lecture? Comment on peut intéresser ces enfants pour leur montrer qu'il y a une utilité à la lecture aussi? Motivé. Encore une fois, il faut faire vivre des situations positives avec la lecture. Je veux dire, les discours sur la lecture ne servent à rien. Au contraire, ils agissent de manière négative sur ceux qui se sentent ou qui se croient éloignés de la lecture. Et il faut aussi comprendre que la lecture, c'est une pratique sociale, c'est une pratique culturelle, donc sociale. Et ça ne se limite pas à la confrontation avec le texte, c'est un ensemble de gestes culturels qui fait qu'on partage avec d'autres et on entre dans cette pratique, c'est-à-dire par guidage, dans la rencontre avec des lecteurs. Lire, c'est choisir ses textes. Lire, c'est aller dans une bibliothèque. Lire, c'est ranger ses livres. Lire, c'est discuter avec des lecteurs. Et par exemple, je pense que la rencontre avec des lecteurs est essentielle. Je sais à la fois par des recherches que j'ai menées il y a longtemps dans le cadre de l'INRP, mais aussi par d'innombrables entretiens que j'ai menés avec des enfants et des adolescents, que ceux qui ont une forte pratique de lecture ont toujours des lecteurs correspondants, des lecteurs modèles qui en général sont plus âgés, qui presque toujours sont plus âgés. Donc ça montre l'importance, encore une fois, de faire vivre la lecture comme un acte social et par exemple un acte de coopération. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est ces prétendues actions de promotion de la lecture qui se font sous forme de compétition, type petit champion de la lecture, défi de la lecture, etc. La lecture, c'est coopération. Voilà. Et l'important, donc, c'est faire vivre énormément de situations de lecture. Et je pense que chaque établissement scolaire devrait faire une sorte de bilan pour savoir combien d'occasions de lecture sont possibles pendant une journée dans l'établissement. Combien de rencontres possibles sont mises en place. Et bien entendu, c'est lié au choix pédagogique. Il est sûr que dans une classe
où on pratique la pédagogie coopérative, il y aura beaucoup plus d'occasions de lire et beaucoup plus de nécessité d'aller s'informer de manière autonome que dans une classe où l'essentiel de l'enseignement se fait de manière frontale. Absolument. Là, vraiment, tout à fait d'accord aussi. Et je voudrais peut-être rebondir sur l'histoire des concours, parce que j'en ai eu, il y a peu de temps, j'ai eu l'occasion d'être confrontée à un type de concours de ce type. Un concours où, en plus, lecture et lecture à haute voix étaient confondus, puisqu'il s'agissait aussi de concours de lecture à haute voix et même de lecture à haute voix rapide. La fameuse fluence que les textes officiels nous obligent les enseignants à suivre, avec un contresens sur le mot de fluence qui est monumental, parce que jamais la fluence n'a consisté à lire vite, à déchiffrer vite pour mieux comprendre. Ça, c'est faux. C'est archi faux et on peut le démontrer facilement. Mais ces concours-là sont à la fois, je dirais, mauvais moralement. Chaque fois qu'il y a compétition, on est dans la catastrophe, et mauvais pour la lecture et pour les lecteurs qu'ils deviendront, parce que c'est complètement à côté de ce que doit être la lecture. Je pense que Philippe Appelin voulait intervenir. Oui, simplement, bien sûr, pour confirmer ce que vous venez de dire l'un et l'autre, la question « Pourquoi apprend-on à lire ?» j'aurais envie de la poser du point de vue de l'élève, du point de vue de l'enfant. Pourquoi est-ce qu'on m'apprend à lire? Pourquoi les adultes s'obstinent-ils à m'apprendre à lire? Alors, il y a des enfants qui peuvent répondre ah ben, parce que c'est au programme, ou parce que ça me permet de passer en classe supérieure, ou parce que ça me permet de lire les énoncés de mathématiques que l'on va me proposer à l'heure d'après. Et là, on est dans une sorte d'auto-justification de la lecture par le scolaire. Et ce qui est important, je crois, c'est de se dire que l'enfant va apprendre à lire quand il va en quelque sorte investir la fonction quasiment anthropologique de la lecture. Pourquoi les hommes y lisent? Les hommes, ils ont lu d'abord parce qu'ils ont écrit des choses pour soulager leur mémoire, parce qu'ils n'arrivaient pas à garder des listes en tête trop longtemps, alors ils les ont écrites. Ils ont lu parce que ils ont pu correspondre à distance avec d'autres. Ils ont lu pour laisser une trace un peu plus durable de quelque chose. Ils ont lu pour se retrouver ensemble et pour parler ensemble de quelque chose qu'ils partageaient, comme le disait tout à l'heure Bernard. Et donc, faisons en sorte que dans les situations de lecture que Bernard évoquait et qui sont si importantes, ce soit tout autant l'intention de lire qui émerge que la technique du lire. Et je trouve qu'il y aurait quelque chose d'assez malsain à faire de la technique du lire une espèce de préalable absolu à la fois au plaisir et à la lecture. Mettre toujours la technique d'abord, il faut savoir faire, tu comprendras plus tard et tu sauras plus tard pourquoi c'est utile d'avoir appris à lire. Non, c'est tout de suite qu'on va faire émerger du plaisir dans la technique et qu'on va montrer que pour avoir du plaisir, il faut de la technique. Et que ces deux aspects-là sont profondément liés l'un par rapport à l'autre. En tout cas, moi, ce qui me paraît important, c'est que la question, la lecture, à quoi sert-elle? Ce soit l'enfant qui y réponde et qu'on aide l'enfant à y répondre et que l'enfant soit capable de dire à la fin du CP, la lecture, ben, ça me sert à ça. Mais que ce soit l'enfant qui le dise et pas nous qui dictions en permanence à l'enfant à quoi ça sert, parce que c'est lui qui doit lire, c'est lui qui doit investir. Je ne lis pas à sa place, il faut qu'il découvre que cette lecture, c'est d'abord son affaire à lui. Absolument. Je me permets de prolonger la parole de Philippe pour donner un exemple de motivation à la lecture qui est très fort, enfin que j'ai ressenti très fort chez beaucoup d'enfants. La lecture, ça aide à grandir. C'est-à-dire que quand un enfant comprend que avec la lecture, il peut grandir, eh bien, c'est une motivation extrêmement forte. J'ai vu beaucoup d'enfants de 8, 9 ans se lancer dans la lecture
de livres extrêmement épais parce qu'ils avaient vu un grand cousin ou un grand voisin lire ce genre de livre. Et je me suis rendu compte combien il était important de présenter toujours aux enfants des livres, les livres qui les attendent. C'est-à-dire des livres qui ne sont pas encore de leur âge, mais qu'ils pourront aborder quelques années plus tard, parce que ça leur donne un horizon d'attente. Et on comprend que pour beaucoup d'enfants, avoir ce sentiment qu'on peut grandir aussi avec la lecture est une motivation très forte. Et malheureusement, nous avons trop l'habitude de classifier les livres par catégorie d'âge et à oublier, j'allais dire, cette vision verticale. Absolument, absolument. Ça, c'est bien vrai. On peut grandir et on peut même subvertir l'état d'enfance dans lequel on est et de soumission dans lequel on n'a plus tellement envie d'être. Il y a de la subversion dans la lecture et il y a un plaisir dans la subversion. Moi, je me souviens avoir volé des livres dans la bibliothèque de mes parents que mes parents ne voulaient pas que je lise. Et c'est de toute évidence les livres que j'ai lus avec le plus de précision et dont je me souviens encore le mieux. Absolument, sûrement. Je crois qu'on a tous plus ou moins vécu ce genre de situation. Ça, c'est vrai. Et puis, l'histoire de la technique pour pouvoir faire, hein, apprendre, être enfermé dans la technique et on voit bien à qui on pense. Moi, ça me fait penser aussi à la fameuse grand-mère qui expliquait à son petit-fils qu'il n'irait pas dans l'eau tant qu'il ne saurait pas nager. Bon, c'est qu'à partir du moment, mais c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de beaucoup de gens. Il faudrait apprendre d'abord, être enfermé dans la technique, comme dit Philippe, pour pouvoir faire. Ben non, je suis désolée. D'abord, je ne rentrerai jamais dans la technique si je ne fais pas, déjà et d'une. Et donc, je n'apprendrai jamais à lire si je ne lis pas. Bon, ça, voilà. Avant de savoir lire. C'est avant de savoir lire, avant d'avoir l'âge qu'il faudrait pour lire telle ou telle chose, que je dois me plonger dedans et je verrai bien si je peux suivre ou si je ne peux pas suivre. Je crois que les enfants savent très bien quand on me dit oh, mais ça c'est pas pour un enfant de cet âge. Mais on s'en fiche. Tous les enfants prendront dans ce qu'ils ont lu ce qui correspondait à eux. Et s'il n'y a rien qui correspond à eux, ben, ils ne le liront pas. Ça, faut se faire aucun souci. Et il n'y a pas à vouloir que ils voient obligatoirement ce que les adultes voient dans le livre. Les enfants voient toujours autre chose que ce qu'on s'imagine qu'ils vont voir. Il y a une chose qu'Evelyne m'a appris et que je dirais sans doute beaucoup moins bien qu'elle, c'est qu'un enfant à qui on veut apprendre à lire au début de son cours préparatoire, il sait déjà d'une certaine manière lire. En tout cas, il faut prendre en compte ce qu'il a déjà réussi à voir, à comprendre, à identifier, à déchiffrer, etc., etc. Si on pratique la tabula rasa, qu'on considère que la lecture commence à l'école et qu'il ne s'est rien passé avant, je pense, Evelyne peut peut-être le préciser parce que je sais que c'est une idée qui lui est chère, je pense qu'on rate un engrenage, on rate une manière d'amener l'enfant à la lecture. Absolument. C'est absolument vrai. Et puis moi, je vais renvoyer à Philippe une chose qu'il disait tout le temps et qui est vraie aussi, selon moi en tout cas, et je crois que je ne suis pas toute seule, c'est qu'on ne peut pas apprendre autrement qu'en s'appuyant sur ce qu'on sait déjà. Et les enfants qui arrivent au CP, c'est vrai qu'ils ont déjà plein de savoir sur l'écrit. Moi, je suis frappée dès 2 ans, la plupart des enfants, y compris dans les milieux non favorisés, parce qu'on dit toujours, ah bah oui, tes enfants à toi, forcément, à 2 ans, ils savaient lire des tas de choses, pas plus qu'à d'autres d'ailleurs, mais peu importe. Mais même dans un milieu défavorisé, il y a plein de choses dans la vie de tous les jours qui ne sont pas de la lecture, entre guillemets, mais qui sont de l'écrit, à commencer par les objets qui sont sur la table, le pot de Nutella qui n'en est pas un et l'enfant proteste parce que c'est pas Nutella, c'est pas le vrai pot de Nutella parce qu'il a su le lire, ou bien tel gamin
qui un jour, ça m'a été raconté par une grand-mère qui trouvait qu'on s'y prenait mal pour enseigner la lecture et qui se plaignait de ce que son petit-fils n'avait pas su lire le mot Vitel qu'elle avait écrit sur un bout de papier pour vérifier. Et le lendemain, le papa est venu nous dire « Ah ben hier soir, il y avait du monde à la maison et le gosse en question, tout petit bonhomme de CP, était bassinant comme savent l'être les enfants quand il y a des amis à la maison. Chacun connaît ça, et qui voulait à tout prix avoir du sirop. Et le père agacé, qui discutait avec des amis, lui dit « Écoute, fiche-moi la paix, t'as pas besoin de sirop, de toute façon, c'est plein de cochonneries, ces trucs-là. » Ulcéré, le malheureux gamin qui n'avait pas su lire Vitel revient 2 secondes après avec la bouteille en main, montre l'étiquette à son père et dit « Là, il y a écrit sans colorant. » Ce qui peut dire qu'il savait beaucoup plus lire que la grand-mère ne le pensait, et pour une raison toute simple, c'est que lire sans colorant sur la bouteille de sirop pour démontrer qu'on peut très bien en boire à son père qui vous embête et qui ne fait pas ce qu'on veut, c'est pas la même chose que de lire Vitel sur un bout de papier, ce qui n'a strictement aucun intérêt et aucune motivation. Alors, faut-il distinguer justement la lecture de l'écriture? Bon, moi, je vais répondre rapidement. Hein. Je dirais que c'est intimement lié, comme on dit toujours, mais sûrement pas à la manière de l'école. Car lier la lecture et l'écriture à l'école, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire on lit un truc, généralement un extrait, et après, on écrit. Aussitôt après, parce qu'il faudrait écrire tout de suite sur ce qu'on vient de lire. C'est une chose qui m'horripile, mais alors à un point qui n'a pas de nom. C'est absolument idiot. D'abord parce que je connais des quantités de gens qui aiment lire et qui n'écrivent jamais. Je connais des quantités de gens qui écrivent mais qui ne lisent guère. C'est vrai que ce sont 2 activités qui sont fondamentalement différentes, même si elles sont liées, parce que je crois que plus on lit, plus on a envie d'écrire, et peut-être vice-versa. Ça, c'est pas. J'ai moins de preuves, mais des preuves de gens qui se mettent à écrire parce qu'ils ont lu beaucoup, ça, j'en ai pas mal. Mais c'est sûr que du point de vue de l'apprentissage, ça n'est pas du tout la même chose, ça ne demande pas du tout les mêmes compétences, ça ne demande pas du tout les mêmes motivations personnelles. C'est extrêmement différent et passionnant parce que effectivement, c'est lié. Ce sont 2 activités très différentes et Evelyne a raison de le souligner. Mais moi, j'ai tendance à considérer l'accès à l'écriture et à la lecture comme une entrée dans l'univers de l'écrit. Entrer dans l'écrit. L'écrit, c'est un monde dont on peut être exclu, et il y a des adultes illettrés en France qui se sentent complètement exclus de ce monde de l'écrit. Et puis il y a ceux avec qui ce monde de l'écrit, pour qui ce monde de l'écrit est familier. Et on a bien vu, et si je partage les critiques d'Evelyne contre une certaine forme de pédagogie qu'elle vient de dénoncer, on a bien vu aussi quelqu'un comme Célestin Freinet montrer comment l'écriture du texte libre, l'écriture pour le journal de la classe, pour le journal de l'école, l'écriture pour faire un compte-rendu d'enquête, ou l'écriture pour écrire au correspondant, eh bien, favoriser l'intelligence de cette entrée dans l'écrit et stimuler le goût de lire. Et il y a là une interaction qu'il faut, je crois, pédagogiquement mettre en œuvre dans la classe au quotidien, même s'il faut avoir une vigilance particulière, et là, pour le coup, didactique, sur la spécificité de chacun de ces 2 apprentissages. Ils sont didactiquement très séparés, mais pédagogiquement, il me semble profondément devoir être liés dans les pratiques quotidiennes de la classe. Absolument. Tout à fait. Je voudrais donner un exemple. Je pense que ce sont des activités différentes, mais qui se recoupent en partie. Et je veux dire, quand on lit un texte narratif, on est sans arrêt en train d'anticiper, c'est-à-dire on co-construit le texte, parce que le texte ne peut jamais tout dire, il donne un certain nombre d'éléments, et il y a toujours beaucoup de blanc dans le texte et que le lecteur doit remplir.
Et par exemple, une activité pour aider à entrer dans un texte narratif, ça peut être d'extraire une seule phrase du texte et de demander aux élèves, avant la lecture, d'imaginer, même sans écrire directement, mais c'est une activité, c'est une des activités de l'écriture, l'invention d'histoire, d'imaginer ce qui peut être le contenu de ce texte. Et en fait, on s'aperçoit que c'est comme prendre une cellule d'un corps et que ce qu'on va développer autour de cet extrait aura beaucoup de similitudes thématiques avec le texte qu'on va lire. Donc, on va à la fois préparer, éveiller l'imaginaire des enfants, on va aussi développer la motivation à lire le texte et mettre en mouvement des compétences qui sont similaires dans l'invention d'histoire et dans la lecture de textes narratifs. Peut-être qu'on peut passer à la diapositive suivante, justement, qui est quels apprentissages pour que tous deviennent lecteurs efficaces en toute situation. Evelyne, peut-être? Oui, j'ai envie de commencer. Je vais essayer de pas trop m'étendre, mais le commencement, hein, on dit comment commencer, par le commencement ou par un plongeon dans le monde du lire. Le monde du lire, on retrouve ce que disait Philippe tout à l'heure. Ce que je peux dire, c'est commencer par ce qu'on appelle le commencement, c'est-à-dire mettre en place une démarche qu'on croit, enfin, qui est extérieurement logique, c'est-à-dire partir des éléments simples pour progressivement aller vers la complexité. C'est une triple erreur, et ça je veux absolument le rappeler, une triple erreur fondamentale. La première des erreurs qui est là, c'est que le fonctionnement de l'humain n'a pas cette logique adulte. Cette logique-là, elle est construite par les adultes à partir de tout ce qu'ils ont appris et à partir de tout ce qui a été. Mais aucun être humain ne fonctionne en commençant par le commencement, par le début. Et le petit bébé, la manière dont il grandit à partir de sa naissance, ne se fait absolument pas dans l'ordre, ni par le commencement, ni par la suite, ni par le… Et tout se fait dans le plus parfait désordre. Et c'est après que ça se reconstruit au fur et à mesure qu'on analyse, qu'on prend conscience, qu'on avance, etc. Donc ça, c'est la première erreur. Il y a une deuxième erreur, il y en a d'autres, mais il y en a une deuxième dont je veux parler, c'est que à 6 ans, commencer par la relation, je vais utiliser les termes qu'utilise l'équipe ministérielle, par la relation phonème-graphème, il faut être un peu tombé sur la tête pour proposer une chose pareille. Il est en effet, d'abord parce que c'est un contresens, on ne peut pas travailler sur les phonèmes avec des enfants, ni avec personne, parce qu'un phonème, c'est abstrait. Un phonème, comme ça s'est confondu dans tous les textes officiels, où on confond phonème et son, c'est un contresens qu'on pardonnerait pas aux plus humbles des normaliens. C'est absolument faux. Le phonème n'est pas ce qu'on entend. Le phonème, c'est une notion abstraite qui s'appuie sur ce qu'on comprend à travers des sons différents. Quand quelqu'un prononce un mot comme, je sais pas, disons fort, eh bien à la fin de fort, le bourguignon, le toulousain, le martiniquais, le parisien articulent un son qui n'a aucun rapport avec les autres. Et tout le monde quand même reconnaît un phonème, mais pas du tout à partir de ce qu'il entend, mais à partir de ce qu'il comprend. Bon. C'est totalement abstrait, donc c'est totalement impossible qu'un enfant comprenne ça. Et donc, quand on parle des lettres, associées ou non à des sons, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que va faire l'enfant? Puisque c'est à des années-lumière au-dessus de ses possibilités. Il va transformer les lettres en objets qu'on assemble comme les cubes qui sont ses jouets préférés. C'est-à-dire, alors vous allez me dire, bah oui, pourquoi pas,
Bah oui, parce qu'il va adorer ça, il va trouver ça très drôle, et c'est vrai qu'enfiler les lettres pour en faire des syllabes, c'est tout à fait amusant, et je me souviens de mon propre apprentissage du b.a.-ba, je trouvais ça très drôle. Bon, mais ça n'a rien à voir avec la lecture. Mais surtout, ce qui est grave, ce qui est très grave, c'est que ça empêche l'enfant de construire la spécificité du signe écrit. Alors, prendre vite un exemple pour comprendre pourquoi ça l'empêche. Jamais les signes écrits ne peuvent être associés à des objets. Pourquoi? Parce que des objets, eh bien, par exemple, les objets, l'ordre chez eux ne joue aucun rôle. Que l'on mette la cuillère à la place de la fourchette ou le fourchette à la place du couteau, ça va peut-être déplaire à Inès de la Fréjange ou à je ne sais qui de ce genre, mais ça ne changera pas la nature ni de la cuillère, ni du couteau, ni de la fourchette. Alors que si je mets le S à la place du A ou le A à la place du S, ça change tout. Et ça, un enfant ne peut pas le comprendre de lui-même. Alors vous me direz, on va lui expliquer. Il faut n'avoir jamais mis les pieds avec les enfants pour s'imaginer que lui expliquer quelque chose, ça va suffire pour qu'il le sache, pour qu'il ait compris cette chose extrêmement difficile que si je mets une lettre à l'envers, si je mets par exemple, comme dans les livres de la méthode Bocher, où on explique que le P, c'est comme la pipe. Bon, moi je veux bien, ça ressemble vaguement. Le seul ennui, c'est quand on met une pipe à l'envers, c'est toujours une pipe. Mais si on met un P à l'envers, c'est plus un P. C'est ou un B ou un D, mais c'est plus un P. Et ça, encore une fois, c'est extrêmement impossible à comprendre cette différence. Et si jamais on laisse les enfants jouer avec les lettres comme si c'était des objets, eh bien, ils vont mettre un temps fou à découvrir ce qu'est le signe écrit. Et certains n'y arriveront jamais, d'où des difficultés qui arriveront après, etc. Donc, le choix, comment commencer par le commencement ou par un plongeon dans le monde de lire, je dis, c'est comme pour la natation. On commence pas par apprendre les mouvements de la brasse sur un tabouret. On va dans l'eau et on commence à découvrir comment ça fonctionne. Eh bien, lire, ça doit être la même chose. Les enfants doivent être plongés dans le monde de l'écrit, dont parlait Philippe, dont parlait Bernard, et apprendre à se dépatouiller dedans, apprendre à faire la nage du petit chien qu'on fait quand un enfant est dans l'eau. C'est très bien qu'il ne se noie pas du tout. Il fait la nage du petit chien. Tous les enfants du monde font la nage du petit chien et s'en tirent, ma foi, très bien. Il n'y a plus qu'à développer et à comment dirais-je, approfondir cette nage initiale qui est chez tous les enfants. Voilà. Je crois que ça, alors je sais bien que je suis en train de patauger des injonctions officielles et que je suis, comment dirais-je, digne de tous les mots, mais je tiens à le dire et à le redire parce que je pense qu'on fait un mal infini aux enfants en obligeant, et aux collègues, en obligeant les collègues à pratiquer une pédagogie aussi imbécile. Je crois que Philippe veut continuer peut-être. Non, dans le prolongement à la fois de ce qu'a dit Bernard tout à l'heure et de ce que vient de dire Evelyne, moi ce qui me paraît important et qui me paraît pouvoir illustrer la notion de lecteur efficace que vous avez mise en avant, c'est le fait de distinguer les différentes formes de lecture. Il y a un projet de lire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet d'émancipation, c'est un projet d'autonomisation, c'est une subversion de la liberté contre toutes les formes d'emprise. Je vais lire, je vais aussi prendre ma part à l'écrit si c'est possible. Et puis, il y a une multitude de situations de lecture parce qu'il y a une multitude d'objets écrits. On ne lit pas un dictionnaire de la même manière qu'un manuel d'horticulture. On ne lit pas un annuaire du téléphone. Il n'y a plus d'annuaire du téléphone. Mais on ne lit pas n'importe quel catalogue comme on lit un livre de poèmes. On ne lit pas un poème comme on lit un roman. On ne lit pas un roman comme on lit un mode d'emploi. On ne lit pas un livre sur les dinosaures, si on est passionné des dinosaures, comme on lit une bande dessinée dans laquelle il y a un récit particulier. En fait, lire, c'est chercher quelque chose. Et chercher, eh bien, il
faut l'adapter à ce que l'on a, au matériel que l'on a, c'est-à-dire à l'objet écrit et au projet que l'on a, que l'on entretient avec cet objet écrit. Lire, c'est prendre des informations, les rassembler, leur donner du sens, les métaboliser pour en faire quelque chose qui m'aide à grandir, comme ça a été très bien dit tout à l'heure par Bernard Friot. Et donc, je crois qu'il faut diversifier les situations de lecture le plus possible et qu'il faut permettre à l'enfant de découvrir que si chaque fois il acquiert une fabuleuse liberté, il doit mettre en œuvre des stratégies différentes. Alors, des stratégies différentes pour arriver à des modes de relation entre l'objet écrit et lui-même qui correspondent à son projet. Lire, c'est chercher. C'est chercher du sens dans un récit, c'est chercher un renseignement dans un catalogue, c'est chercher. Lire, c'est chercher, c'est trouver. Et c'est cette relation-là entre la manière de chercher, ce que l'on cherche et ce que l'on a à disposition pour chercher, qu'il faut développer. Et j'en profite pour dire un mot, évidemment, sur une question qui est apparue sur la diapositive. C'est pour cela que les BCD sont aussi essentiels dans les écoles. C'est pour cela qu'il est aussi essentiel qu'il y ait à disposition dans toutes les classes des livres, des documents écrits dans lesquels on peut chercher. Et c'est pour cela que le moteur de recherche, Internet, vous n'utilisez pas Google, personne, tout le monde boycotte Google maintenant et on a bien raison, mais c'est pour cela que le moteur de recherche, même s'il est indépendant, n'est pas une manière de chercher. Le moteur de recherche, il vous donne en tête ce qui est le plus attractif, non pas ce qui est le plus précis, le plus juste et le plus rigoureux. Et c'est pour cela que permettre à l'enfant ce contact, y compris matériel, avec une multitude de supports écrits dans la classe, dans l'école, qu'il y ait des écrits partout, qu'il y ait des livres, qu'il y ait des affiches, qu'il y ait de la correspondance dans des boîtes aux lettres, qu'il y ait tout ce qu'on peut imaginer, mais qu'il y ait de l'écrit, et les BCD, bien sûr, doivent être développés. Elles sont progressivement, dans un certain nombre de cas, abandonnées au nom du fait qu'il y a des ordinateurs qui permettent de lire sur écran, mais je voudrais plaider ici réellement pour dire que ça n'est pas la même chose et que lire sur des objets écrits qui renvoient à cette matérialité de l'écrit, ça n'est pas tout à fait pareil que de lire sur l'écran et pour moi, c'est un tout petit peu plus émancipateur. Oui, je voudrais prolonger et dire il faut qu'il y ait des écrits, toutes sortes d'écrits, et il faut qu'il y ait des pratiques d'écrits instaurées. Je donne juste pour être clair 2 exemples très simples que j'ai vus dans des écoles. Je me souviens d'une école où chaque classe a un petit chariot comme il y en a dans les bibliothèques. Et tous les matins, 2 élèves à tour de rôle vont à l'ABCD pour choisir les livres du jour pour leurs copains. C'est rien et c'est énorme parce que ça veut dire que petit à petit, ils découvrent l'offre de l'ABCD, ils se créent des repères, ils apprennent à choisir des livres. Et comme ils choisissent ces livres pour eux, mais aussi pour leurs camarades, il va y avoir des retours, il va y avoir des échanges, il va y avoir des commentaires. Ah, c'était intéressant ce que tu as choisi, ça n'était pas intéressant. Ou bien, un autre exemple, connaît une école où un coin lecture est aménagé sous le préau. Il est géré par les élèves à tour de rôle, c'est-à-dire qu'il y a un élève de chaque classe du CP au CM2 qui est responsable pour une semaine et ce lieu de lecture est ouvert pendant les récréations, alors que très souvent, on empêche les élèves, on oblige les élèves à sortir, même ceux qui sont en train de lire en classe. Mais voilà, il y a des livres dans ces écoles et il y a des pratiques, il y a du faire. Voilà, absolument. Et je voulais ajouter à ce qu'a dit aussi bien Bernard que Philippe, que de l'écrit, il faut qu'il y en ait partout à l'école,
y compris à l'école maternelle. Parce que à l'école maternelle, les écoles maternelles sont très jolies toujours. Les maîtresses d'école maternelle sont pleines comment dirais-je, d'affection et de finesse souvent, et on a plein de dessins, plein de jolies choses. Bon, très bien. Mais moi, je dis, mais il n'y a pas assez d'écrits. Il y a rarement, moi, je voudrais qu'il y ait des poèmes à l'école maternelle qui soient affichés en grand, et qu'il y ait des lettres, qu'il y ait des lettres du courrier, etc. Et pas seulement des dessins, même faits par les enfants. Il faut qu'il y en ait aussi, hein, la question ne se pose pas, c'est important. Mais qu'il n'y ait pas que ça, et qu'il y ait vraiment de l'écrit, des choses écrites et des livres, bien entendu. Mais je pense à ce qui est affiché au mur. C'est très rare qu'il y ait des choses écrites au mur dans les écoles maternelles. Sauf les lettres. Ah oui, ça, l'alphabet, on est tranquille. L'ignoble alphabet se trouve quelque part sur un mur, et ça m'agace. Philippe demande la parole. Oui, parmi les formes d'écrit que j'aimerais bien promouvoir et soutenir, c'est la correspondance. Ah, voilà. Moi, je dis souvent aux parents, et j'ai accompagné beaucoup de parents qui avaient des problèmes avec leurs adolescents et qui me disaient ah, j'arrive pas à lui parler. Et je leur répondais en général, vous pouvez pas leur parler, ben écrivez-leur. Écrivez-leur, faites-leur une lettre, mettez-la sur le lit, sur la table, puis vous verrez, peut-être ils vous répondront, en tout cas, ils pourront la lire, la relire, et puis cette lettre prendra une valeur considérable pour eux. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai souvent écrit à mes élèves. Quand j'ai repris une classe en lycée professionnel, j'avais des élèves qui étaient très fâchés avec l'écrit, mais vraiment très, très fâchés avec l'écrit, pour lesquels il y avait une forme de résistance massive. L'écrit, c'était une souffrance pour eux. Et quoi que je propose, c'était non, 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 tout sauf écrire. Et un certain nombre de ces enfants-là, de ces adolescents-là, c'était des adolescents, me posaient des problèmes lourds, y compris, on va dire, de discipline, concrètement, au quotidien. Alors, je me suis mis à leur écrire. Et je leur ai écrit des lettres que je leur ai envoyées chez eux, des vraies lettres. Alors, c'était probablement les seules lettres qu'ils recevaient chez eux. Aujourd'hui, peut-être on le ferait par mail, mais je ne suis pas sûr qu'on n'a pas intérêt encore de temps en temps à utiliser la poste. Je leur ai écrit des lettres que je leur ai envoyées chez eux. Alors, au début, ils ne m'ont rien dit. Ils ont fait le silence absolu là-dessus. Et puis, petit à petit, ça a quand même changé assez considérablement leur comportement. Une de mes grandes satisfactions, ça a été que certains m'ont répondu. Ils m'ont apporté en secret des réponses à mes lettres. Et une des plus belles choses, un des plus beaux moments de ma vie, je l'ai vécu sur le quai d'une gare dans l'Est de la France, quand un jour, un de mes anciens élèves de lycée professionnel, qui était à ce moment-là employé à la SNCF, m'a reconnu sur le quai et m'a dit, vous savez, je vous en ai fait baver, mais je voudrais vous remercier parce qu'il y a une lettre que vous m'avez écrite. Et il sort son portefeuille et il avait toujours cette lettre dans sa poche. Ça, c'est des moments de bonheur absolument extraordinaires. Et moi, je dis, à travers l'écrit, il se joue des choses extraordinaires. L'écriture, ça a une portée symbolique absolument fantastique. Et pour un enfant, ça fait grandir, comme le disait Bernard. Pour un enfant, ça permet d'accéder à un monde qui est un monde où les choses ont un sens différent qui n'est pas celui du dérisoire qu'on vend à l'enfant en permanence à la télévision et dans la publicité. Donc, écrivons à nos enfants, écrivons à nos élèves. Peut-être une réaction, une dernière réaction avant de clôturer de Bernard ou d'Evelyne. Oui, parce que je veux dire, cette histoire de Philippe m'a beaucoup ému et je crois qu'on a tous vécu avec les enfants, les adolescents des moments extrêmement forts. Et moi, je dois dire que c'est souvent avec la poésie que j'ai vécu des moments incroyables parce que la poésie, c'est l'écrit probablement le plus démocratique, contrairement à l'image que l'on a. C'est des écrits relativement brefs, c'est des écrits extrêmement ouverts à l'expérience. Et je me souviens d'une journée avec des élèves d'un lycée agricole.
faire une journée d'atelier d'écriture poétique avec ce type d'élèves, ça peut sembler un peu étrange. Ils étaient très coopératifs, mais au bout de 4 heures, il y a un élève qui m'a posé la question, mais à quoi ça sert la poésie et à quoi ça sert ce qu'on fait? Et je lui ai juste dit, écoute, on a encore 2 heures, sois un peu patient, peut-être que tu trouveras la réponse. J'ai proposé une nouvelle activité d'écriture très courte et quand j'ai demandé qui voulait lire, cet élève-là était volontaire. Il a lu un texte extrêmement court, mais d'une force incroyable qui a provoqué une écoute et un silence qu'il a senti lui-même. J'ai juste eu à lui dire, eh bien voilà, tu as ta réponse. Et oui, c'est pas toujours évident de faire vivre ces moments, mais ils arrivent si on suit un chemin continu, hein, et si on est nous-mêmes honnêtes avec eux, et si on s'appuie sur notre propre expérience de lecteur et d'écrivain et d'écrivant. Je le dis toujours aux enseignants, montrez qui vous êtes comme lecteur. Apportez les textes que vous lisez. Et si vous ne lisez pas de livres, vous lisez d'autres textes. Montrez-le parce que ça va aider les élèves à créer des liens avec des situations qu'ils vivent en dehors de l'école. Et ça va les faire entrer dans ce monde-là. Mais le paradoxe, c'est que très souvent à l'école, on offre une vision trop restrictive de la lecture. Et donc, on n'aide pas les élèves à faire le lien entre ce qu'ils peuvent vivre à l'extérieur et ce qu'ils vivent à l'école, et que donc, ils ne vont pas transférer les compétences qu'ils exercent à l'école sur les pratiques extérieures. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis avec la notion de lien. C'est vrai que ça, quand le Petit Prince dit ça signifie créer des liens, bon, eh bien, c'est ça qui est important, c'est de créer des liens. Et c'est vrai que l'école est trop souvent, c'est pas toujours vrai, Dieu merci, mais est trop souvent un endroit d'individualisation et de cloisonnement en toute chose. Tout est séparé, tout est bien enfermé, et les enfants, je m'en suis rendu compte, ont énormément de mal à sortir de ce cloisonnement. Alors, je crois que si on veut revenir à notre sujet, qui est au fond derrière le verbe aimer avec toutes ces variations qu'a évoqué Philippe, et qui débouche donc au fond sur la notion de plaisir, je pense que le plaisir de lire existe, mais que le plus grand des plaisirs aussi, c'est celui d'avoir lu et de s'être senti avoir grandi, être devenu différent. Moi, je sais que j'ai gardé des souvenirs éblouis de me sentir, quand j'étais enfant, changée par la lecture d'un roman que je venais de lire. Et ça, je crois que le fait de sentir ça, pour un enfant, c'est extrêmement important. Et peut-être, alors, dans le prolongement de ce que vient de dire Evelyne, dans cette période où quand même beaucoup de collègues sont un peu, si ce n'est dépressifs, du moins inquiets et vivent des situations qu'ils considèrent comme difficiles, leur dire ce qu'a dit Bernard, ce qu'a de dire Evelyne, il y a des moments forts qui sont des moments qui justifient qu'on prenne tous les matins le chemin de l'école. Des petits affranchissements furtifs, des affranchissements furtifs au moment où des yeux pétillent, où quelque chose se découvre, ou sur un poème, sur une lettre, sur une enquête, sur quoi que ce soit, l'intelligence s'éveille et un enfant grandit. Et je pense que rien que pour ça, il faut dire aux collègues, à travers la lecture, qui est un des outils majeurs d'accès à l'humain dans toute sa richesse et dans sa complexité, ça vaut le coup. Ça vaut le coup même de braver
toutes les sottises institutionnelles que nous pouvons avoir à subir par ailleurs. Absolument, absolument. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter parce que c'est vrai que le débat pourrait continuer. Merci infiniment à vous trois. J'ai juste pris, alors il y aurait tellement de choses à noter, hein, mais j'ai noté 2-3 phrases comme ça au hasard pour le déroulé de ce débat qui était déjà, la lecture ne commence pas à l'école. Il y a plein de choses dans la vie de tous les jours, bien sûr, qui font partie de la lecture. Ça, c'était le départ, on va dire. Ensuite, l'enfant doit savoir à quoi ça sert. Ça, c'était primordial, hein, bien sûr. Pour avoir le plaisir, il faut avoir la technique. On ne peut pas faire sans ça. Mais je crois que surtout, lire, chercher, c'est trouver. Ça, c'était un point essentiel. J'avais noté lire, c'est percer des secrets. C'était une ouverture vers des secrets. Bien sûr, lire, c'est la liberté, c'est être libre. Ça, c'est essentiel. Et puis, à vous écouter surtout à travers tous les exemples, les témoignages, les souvenirs que vous avez. Je crois que parler de lecture, c'est beaucoup parler d'émotions, finalement, à travers les écrits, à travers les textes, à travers tout ce qui nous entoure. Et ça, on le sent dans tous les exemples que vous avez partagé avec nous, que ce soit sur le quai d'une gare, avec des élèves, avec des écrits. Voilà, vous avez eu tous ces sentiments et vraiment, ces émotions-là, en tout cas, moi je les ai ressenties et je pense que ceux qui vont vous écouter l'ont peut-être vécu aussi avec leurs élèves. En tout cas, je le pense. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de retravailler, d'avoir un autre débat ensemble, peut-être sur un autre sujet. Et à très bientôt. Donc, oui, Evelyne. Je voulais montrer ce bouquin. Qui va peut-être m'en vouloir de le faire, mais parce que j'ai été bouleversée par ce livre. Vous retrouverez à la fin de ce livre l'anecdote qu'il raconte, et je pense qu'il faut vraiment le lire et presque, je dirais, l'apprendre par cœur. C'est un livre extraordinaire. Tous les livres de Philippe sont excellents, mais celui-là est franchement pas mal. Voilà, merci Evelyne. On finira justement par ce partage. Vous couperez évidemment ça au montage. Et vous montrerez aussi, parce que sur cette question de la lecture, il faut montrer les livres d'Evelyne, évidemment, qui sont l'entrée majeure qu'il y a, et puis montrer des livres de Bernard aussi, parce que les gens qui parlent de la lecture, c'est pas mal, mais les gens qui font des livres pour les enfants, c'est vraiment encore mieux. Absolument. Surtout qu'en général, ils sont aussi pour les grands et que c'est un régal de les lire, même quand on est grand. En tout cas, c'est un immense plaisir et non seulement et un honneur aussi de converser avec vous. Et moi, voilà, ça m'a rechargé les batteries pour un bon moment. Ah, c'est bien, tant mieux. Merci. C'était vraiment réciproque. Ah oui, voilà. Ah oui. Vraiment très J'espère se retrouver bientôt autour d'une bonne table. Ah oui.